Bonjour, ici Sovanissir, comme on peut voir sur le bas de mon écran. Dans la vidéo 2.1, l'énergie potentielle électrique d'un système de particules chargées. Alors, de base, voici la première équation. Un système fait de deux particules de charge Q1 et Q2 qui sont séparées par une distance R de l'une de l'autre. Son énergie c'est égal à K Q1 Q2 sur R. On peut remarquer dans cette équation que si Q1 et Q2 sont du même signe, alors quand c'est positif, l'énergie potentielle est positive, et quand on a deux particules négatives, quand on les multiplie ensemble, le signe négatif s'enlève et on trouve encore une fois une énergie potentielle positive. Alors que quand ce sont de signes opposés, alors l'énergie, elle est négative. UE est négatif. On peut remarquer dans cette équation que l'énergie potentielle, en valeur absolue, elle diminue plus la distance R augmente. Donc quand R tend vers l'infini, U est égal à 0. Ce qui veut dire que dans un système que, disons, les particules sont rendues à l'infini, il n'existe plus d'énergie potentielle entre elles. Ça peut avoir un peu de sens pour vous si vous vous rappelez qu'en mécanique, si deux objets sont très loin, ils ne s'attirent pas vraiment. Pour un système maintenant à n particules, donc n c'est une constante, c'est juste comme une variable qu'on peut donner, n pourrait valoir 10, 20, 30. La formule générale, c'est que pour trouver c'est quoi l'énergie potentielle du système, il va falloir additionner chacune des paires de particules. Pour des valeurs de i plus petit que j, c'est égal à k qi qj sur r ij. R, la distance entre les deux particules. Comment est-ce qu'on gère cette équation? C'est peut-être la première fois que vous voyez ce symbole i plus petit que j en bas de la sommation. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, par exemple, si on avait trois particules chargées, l'énergie totale du système, ça va être l'énergie potentielle entre Q1 et Q2, plus l'énergie potentielle entre Q1 et Q3, et finalement l'énergie potentielle entre Q2 et Q3. Alors il y a un terme pour chaque paire de particules. Mathématiquement, si on met que l'indice I doit toujours être plus petit que J, donc dans le sens que Q1 fois Q2, on peut voir que 1 est plus petit que 2, Q1 fois Q3, 1 est plus petit que 3, et Q2 fois Q3, 2 est plus petit que 3, ça nous permet d'éviter de compter une même paire deux fois. Parce que par exemple, si j'avais écrit le terme KQ2 fois Q1 sur R21, alors que j'avais déjà écrit KQ1 Q2 sur R12, Q1 fois Q2 ou Q2 fois Q1, ça donne la même valeur. On aurait juste additionné deux fois la même énergie. Donc c'est important quand vous faites vos sommations de toujours prendre des indices plus petits en premier, puis le deuxième indice par après, puis de le faire pour toutes les combinaisons possibles. Donc l'énergie, c'est un scalaire. Et qu'est-ce que le signe veut dire? Si le système a une énergie potentielle négative, on va appeler ça un système lié. Dans le sens que les particules ont tendance à plus vouloir s'attirer que se repousser. Donc si on voulait dissocier le système, séparer les particules les unes des autres, il faudrait effectuer un travail positif pour le faire. Donc une petite situation simple de comment est-ce qu'on trouve l'énergie potentielle d'un système. Disons qu'on avait trois particules comme c'est indiqué sur le schéma. Alors je veux sommer les énergies de chacune de ces paires de particules. Dans mon calcul, je vais avoir besoin de trouver c'est quoi la distance entre Q1 et Q3. Donc avec Pythagore, je peux trouver que R13 en fait c'est égal à 5 mètres. Donc il nous reste juste à calculer. Maintenant qu'on a posé l'équation d'énergie, on peut mettre K en évidence pour éviter de réécrire à chaque fois. Je peux multiplier Q1 fois Q2 et j'ai juste mis le fois 10 à la moins 6 pour les deux en évidence. Donc 10 à la moins 6 fois 10 à la moins 6, on additionne moins 6 plus moins 6, ça donne moins 12 coulombs carrés sur 4 mètres. Et je fais ceci pour toutes les autres aussi. Pour les unités, je peux voir que les coulombs carrés s'annulent avec les coulombs carrés de la constante de Coulomb. Et les mètres carrés s'annulent avec 1 mètre en bas et il me reste des newton-mètres. Le newton-mètre, c'est des joules, l'unité de l'énergie. Je trouve une énergie finale de moins 0,0189 joules. C'est négatif, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'un agent extérieur donne de l'énergie au système pour emmener les particules du système à l'infini. Ou est-ce que UF serait égal à 0? Donc, voilà comment est-ce qu'on gère cette équation. Puis maintenant, je sais que c'est des concepts un peu étranges, donc parlons-en plus. Alors, vous voyez, on a étudié tout le mouvement de particules chargées sous l'optique de la force électrique dans le chapitre 1. Le chapitre 2, on dit en fait le même phénomène,
C'est juste que cette fois-ci, on passe plutôt par le concept de l'énergie. Un truc immatériel qu'on peut voir juste par le mouvement des choses autour de nous. Euh, L'énergie, c'est partout. C'est même dans les humains. Ben oui. Passer par l'énergie, c'est pratique parce que c'est des valeurs scalaires. Donc, il y a vraiment moins de gestion de composantes. Il n'y a pas de vecteurs, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de questions de genre additionner des trucs ensemble. Donc, dès qu'on peut passer par l'énergie, c'est bien de passer par l'énergie. C'est quoi les énergies qui existent? Alors, il y a l'énergie cinétique, il y a les énergies potentielles et aussi il y a le travail non conservatif. Dans ce système, l'énergie cinétique, c'est égal à l'énergie cinétique de chaque particule du système. Donc, si on avait comme trois particules, ça serait KF1 plus KF2 plus KF3, F pour final, mais j'aurais pu faire la même chose pour initial. Puis les énergies potentielles, c'est exactement la même chose aussi. Il faut trouver c'est quoi l'énergie potentielle de tout le système, donc de chaque paire de particules ensemble, c'est quoi leur énergie qui est créée ensemble. Puis finalement, le deuxième principe qu'on utilise, c'est le principe de la conservation de la quantité de mouvement. Ce principe, c'est ce qui nous permet de trouver comment est-ce que cette énergie cinétique, elle est répartie. Donc, P est égal à M fois V. Encore une fois, c'est juste quantité de mouvement initial est égale à quantité de mouvement final. Par contre, ici, j'ai dit qu'il n'y avait pas de vecteur, mais ici, il y a des vecteurs. Donc, il faut faire un peu attention. Mais si on travaille sur une dimension, ça va. Pour essayer de mieux vous faire comprendre le concept en électricité, j'ai passé par la mécanique. En mécanique, quand on avait un objet en hauteur, on disait que cet objet-là, il y avait une énergie potentielle gravitationnelle. L'idée, c'est que, juste à cause qu'il était à une certaine hauteur, il y avait le potentiel de se mettre en mouvement, il y avait le potentiel de tomber, de gagner de l'énergie. D'où est-ce qu'il puisait cette énergie-là? On disait qu'elle puisait cette énergie de son énergie potentielle. Alors, par exemple, à t est égal à 0 secondes, pour une pomme qui a une hauteur y, ben, son énergie potentielle, c'est égal à mgh, la hauteur, et il y avait une énergie cinétique initiale de 0. Puis quand elle frappait le sol, ben, comme h est égal à 0, là, il n'y avait plus d'énergie potentielle. Une fois qu'il a frappé le sol, il ne veut pas juste il veut pas se mettre en mouvement, il ne veut pas genre sauter dans les airs tout seul. Elle ne veut pas sauter dans les airs toute seule, la pomme. C'est ça l'idée d'énergie potentielle. Un truc qu'on pouvait trouver grâce à ce principe, c'était quoi la vitesse finale de l'objet quand il frappait le sol. Donc si je reprends mon principe de conservation d'énergie, on n'avait pas de travail externe. Dans le sens que c'est personne qui est venue puis qui a comme donné une impulsion à la pomme, tout est juste fait par le champ gravitationnel, par les forces gravitationnelles ici. Mon équation se simplifie à juste KF est égal à UI. Donc l'idée c'est que toute l'énergie potentielle initiale, elle a été transformée en énergie cinétique finale jusqu'à temps qu'elle frappe le sol. Et là, je pouvais donc isoler ma vitesse dans cette équation. En mécanique, l'énergie potentielle, c'était l'énergie potentielle gravitationnelle. En électricité, c'est l'énergie potentielle électrique. Disons que dans mon système, il y avait une énergie de base KQ1, Q2 sur R. Quand Q1 et Q2 ont le même signe, Q1 et Q2 se repoussent et donc R augmente. Et cette énergie potentielle électrique, elle est perdue au profit de l'énergie cinétique. Les particules prennent de la vitesse, elles se repoussent. À la base, si elles étaient immobiles, elles se repoussent. Donc, si vous posez encore des questions sur c'est quoi l'énergie, je vais pouvoir vous aider. Ça va me faire plaisir. Alors, voici une nouvelle situation, la situation 0. Alors, je vais vous montrer c'est quoi le lien en fait entre la force électrique qu'on a toutes bien étudié dans le chapitre 1 et l'énergie. Donc, dans ma situation, j'ai deux particules positives, Q1, Q2, séparées par une distance R, et je considère que ma particule Q1, elle est immobile. On peut considérer qu'une particule est immobile quand sa masse, elle est vraiment plus grande que l'autre masse. Et ça, c'est juste par le principe de la quantité de mouvement, de la conservation. Ben, si sa masse, elle est vraiment grande, même si elle prenait de la vitesse, comme la Terre, par exemple, par rapport à nous, elle prend de la vitesse, mais la masse est tellement grande qu'en fait, sa vitesse, elle est quasiment nulle par rapport à la vitesse que nous, on prend. Donc, c'est comme ça qu'on peut considérer qu'une particule, elle est immobile, même si elle est positive, puis que techniquement, elle est repoussée aussi. Q2, ici, ressent une force électrique qui la fait se déplacer. Et là, j'ai mis une belle couleur grise pour faire office de le fantôme de la particule. Avant, la particule se trouvait là, et maintenant, elle se trouve pas là. Skills de dessin, ce que j'appelle. Et donc, la particule s'est déplacée de delta X. Pour savoir c'est quoi l'énergie que ça a pris, ben, on appelle ça le travail. Le travail
effectué par la force électrique pour déplacer la particule Q2 d'une distance delta x, c'est égal à W. W, c'est la lettre qui désigne le travail. Et le travail, c'est égal à la force fois le produit scalaire avec le déplacement. Le produit scalaire, ce que ça fait, c'est que ça multiplie ensemble seulement les composantes parallèles de deux vecteurs, ou encore fs cos de θ entre f et s. Ce que ça fait, cos de θ, c'est que, disons que j'avais mon vecteur s puis mon vecteur f, et que là, je dessinais l'angle entre les deux, je peux remarquer que s fois cos de θ, en fait, ça fait la projection de s sur l'axe des x ici, ça prend la composante adjacente. Mais de façon plus simple, on peut dire que c'est égal à f fois delta x si f est en x. Ça, c'est la formule quand f est constant. Par contre, f, il varie avec r. Hein? Comme plus la distance elle est grande, plus la force était petite, la force électrique. Alors, il va falloir plutôt travailler avec des éléments infinitésimaux. Comme ça, on peut se considérer que la force électrique, elle est constante sur ce petit intervalle. Genre, oui, x a un peu bougé, mais comme c'est un élément infinitésimal. Donc, en fait, f reste constant sur cet élément-là. Si je réécrivais l'équation, le petit élément de travail dW, c'est égal à la force électrique fois dx. La force électrique, elle restait constante, puis elle était quand même égale à kQ1, Q2 sur la distance entre les deux. Donc, disons que je me mettais à une position x, donc sur x carré fois dx. Donc maintenant, si je voulais calculer c'était quoi le travail total effectué par la force électrique pour emmener ma particule de la position x est égal à r jusqu'à l'infini, il faudrait que je prenne l'intégrale du travail. Il faudrait que je somme chaque petit travail effectué sur chaque élément dx de x est égal à r jusqu'à l'infini. Donc dans mon intégrale, maintenant on est des pros de ça, on peut sortir les constantes. Il me reste juste l'intégrale de 1 sur x carré. Je l'évalue à borne finale moins borne initiale. Une division par l'infini, ça donne 0. Les signes moins s'annulent ici et je trouve kQ1, Q2 sur R. Ça dit de quoi ça? La situation finale, quand on se trouve à l'infini, c'est que toute l'énergie potentielle initiale, elle a été épuisée. Le travail de la force électrique a épuisé l'énergie initiale. Donc si le travail est égal à ça, ça veut dire que l'énergie initiale était égale à ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on peut considérer que l'énergie potentielle d'un système pour des particules qui se trouvent à une distance r, ben c'est égal à k Q1 Q2 sur R. C'est égal au travail que ça leur a pris pour emmener ces particules-là jusqu'à l'infini, quand le potentiel est nul à la fin. Ok, alors comment est-ce qu'on pourrait interpréter ce signe? Tantôt, je vous avais dit que quand on avait une énergie potentielle négative, ça veut dire que c'était un système lié. Si je devais vous expliciter, disons qu'on avait deux particules négatives comme ça, de base, ils ont tendance à vouloir s'attirer, hein, comme dans un atome par exemple. Les particules restent à côté, elles vont pas juste à l'infini. Si on voulait passer d'une situation où il y a une énergie potentielle négative en ce moment, puis se rendre jusqu'à l'infini, à l'infini, ces particules-là, l'énergie serait égale à zéro. Ce qui veut dire que si on veut passer d'un potentiel négatif à positif, il faudrait qu'on donne de l'énergie au système pour que UE passe de négatif à zéro. Dans le sens que le système, en ce moment, il ne possède pas d'énergie intrinsèque pour que les particules s'éloignent à l'infini. Dans l'autre cas où est-ce que les particules sont de même signe, l'énergie potentielle, elle est positive, les particules vont aller de x égale à r jusqu'à l'infini d'elles-mêmes. Genre, on n'aura pas besoin de rajouter de l'énergie. Le système possède déjà de l'énergie pour pouvoir aller jusqu'à l'infini. Cette énergie potentielle, elle va être perdue, transformée en énergie cinétique. Les particules vont prendre de la vitesse. Donc voilà comment est-ce qu'on peut comprendre un peu le signe de l'énergie potentielle. Positive quand le système a déjà assez d'énergie pour se rendre à l'infini de lui-même et négatif quand il pourrait pas se rendre à l'infini, il aurait plus tendance à vouloir rester proche. Dans la situation où est-ce que les particules sont de même signe, on effectue un travail négatif. Dans le sens, on n'a même pas fait de travail, là. C'est moins. Là. Et maintenant, dernière chose, c'est les unités. Le travail, c'est égal à une force fois un déplacement. Donc, c'est tout le temps des newtons fois des mètres. Et c'est ça qu'on définit comme de l'énergie. L'énergie que ça représente pour qu'une force déplace un objet d'une certaine distance. C'est des joules. L'énergie potentielle est en joules et l'énergie cinétique est en joules. Bon, ben j'espère que avec toutes ces additions, ben, que les concepts ont l'air un peu moins flous dans votre tête.
Sinon, ben, inquiétez-vous pas, c'est normal. C'est des concepts vraiment étranges, des fois, en physique. Ça peut être abstrait, je crois, pour certaines personnes, mais pour tout le monde même. Mais à force de travailler avec, ça devient un peu mieux. Puis je trouve ça cool de juste me dire que cette énergie-là, elle existait juste parce qu'ils étaient proches. C'est cute, comme des humains. Quand on est proche, on a de l'énergie. Mais quand on s'éloigne, donc ça dépend pour qui, là. Si vous êtes introverti. Non, ok, non. Mais dans le sens, moi aussi, là, quand j'ai fait trop, quand j'ai trop parlé, ben après ça, je suis complètement épuisée. Mais l'idée, c'est juste, oh, il y a un petit potentiel parce qu'on est proche. Puis là, oh, plus de potentiel. Ah ouais, ça fait faire. Ça, c'est une bonne analogie. Pour se rappeler du concept de potentiel, c'est que quand il y a deux particules chargées, ils ont un certain potentiel ensemble de se mettre en mouvement, de développer, de voler de leurs propres ailes. Mais, puis alors que quand ils sont loin, si t'as pas. Alors que quand ils sont loin, ils ont juste plus de potentiel de travailler ensemble. Ben alors c'est comme les humains. S'ils sont proches l'un de l'autre, il y a du potentiel, ouh, un petit potentiel ici, mais finalement quand ils sont full loin, ben c'est juste comme, mais là t'es tellement loin, à quoi ça sert, tu sais. Là je fais une analogie de relation à distance. Je donne trop d'exemples, puis ça fait pas très professionnel. Désolée si t'es un autre prof qui regarde mes vidéos, puis qui dit comme, Savani, qu'est-ce que tu dis? Euh, on essaie d'enseigner comme on peut, on essaie de faire comprendre les concepts de toutes les manières possibles, hein, c'est important la créativité. J'espère que vous allez pas m'en vouloir. Bye et à bientôt!